Alors, on a une chance énorme parce que cet après-midi, un après l'autre, en fait, on va regarder trois positions différentes. Comment on aide ce processus de développement et avec André Hoffman et Catal le Cool 20 vont présenter aujourd'hui le Hoffman Global Institute for Business and Society parce qu'on a demandé à eux de venir nous parler un peu de ce qui est la gouvernance de demain parce qu'un des grands sujets de l'interdépendance, c'est qui va gérer, qui sera en train de gouverner, regarder, se responsabiliser aussi, et comment les responsabilités de l'avenir vont affecter la façon qu'on va travailler. C'est un peu compliqué, mais je suis sûre que vous allez nous dire tout ça. Alors, bonjour à tous. C'est évidemment un grand honneur d'être ici. Je reconnais quelques visages dans la salle, mais pas beaucoup. Et ça me fait vraiment très plaisir de venir ici, car moi aussi, j'ai grandi à Arles et j'ai fait une partie de mon lycée ici. Et venir voir ce qui se passe dans ces anciens ateliers SNCF est un véritable bonheur. Je vais rapidement me présenter. Je suis donc le frère de Maya. Je suis le vice-président des laboratoires Hoffmann-La Roche, qui est notre société de famille. Je pratique depuis pas mal de temps une espèce de passerelle entre ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, ce qui se passe dans le monde du non-profit, comme on dit en Angleterre, donc de l'organisation non gouvernementale, les ONG. J'ai été pendant plus de 20 ans le vice-président du Fonds mondial pour la nature, le PANDA, et ça m'a donné l'opportunité de voir le monde sous deux aspects différents. De là où j'ai eu l'occasion de faire ça est arrivé assez rapidement une évidence. Le monde est un endroit très compliqué et nous sommes en train de le traiter d'une manière peut-être pas très respectueuse de ce que nous avons. Alors on en reparlera tout à l'heure dans les échanges, mais ce que je viens ici pour vous dire qu'il y a une possibilité d'améliorer la manière dont nous gérons la planète, et ça c'est de rapprocher l'entreprise de l'humain et l'humain de l'entreprise. Et c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus, Catel et moi, vous parler du Global Institute for Business and Society qui a été créé à l'INSEAD à Fontainebleau. Catel vous en parlera plus en détail que moi. Moi je ne fais ici que l'introduction. Ce qui me paraît important, et je voudrais quand même le dire de manière très claire, l'entreprise a détruit la planète. L'entreprise a détruit la planète à la recherche d'un profit à court terme, pour la maximisation du profit à court terme. Notre présence sur le globe est en danger parce que nous ne respectons pas l'environnement naturel, parce que nous ne respectons pas la nature. Ça a toutes sortes de conséquences que vous pouvez voir autour de vous. On peut parler de changement climatique, on peut parler de déséquilibres sociaux, on peut parler d'inégalités dans la société. Mais on peut aussi parler davantage de cette croissance que l'humanité, qui nous a coûté une partie de la planète, a réalisée, a permis d'aider beaucoup de gens à sortir de la pauvreté. Sur les 30 dernières années, presque 800 millions d'individus sont sortis de la pauvreté. Et quand je dis pauvreté, je pense aux définitions des Nations Unies, c'est-à-dire environ 1,5 $ par jour. Donc vraiment la pauvreté la plus totale, ayant accédé à la classe moyenne. C'est une performance que l'entreprise a rendue possible, mais elle a eu un coût. Et ce coût est de plus en plus visible. Et donc nous devons trouver pour le futur un nouveau modèle de développement. Et c'est dans cette optique que nous sommes en train d'essayer de nous parler aujourd'hui, puisque l'interdépendance, c'est ça, c'est arriver à ce que tous ensemble, on fasse avancer un dossier commun. Voilà, alors je ne sais pas, Vassili, comment tu veux progresser? Est-ce qu'on se pose des questions les uns les autres? Est-ce que je demande à Catel de se présenter? I think I'm sorry if I have to do this in English, but it's easier for me to speak in English. And as we kind of did earlier, we had a little conversation before, and we arrived to certain points of discussion, which I think is useful to kind of continue and present to everybody else here. So, yeah. I forgot the second part of what I wanted to say. Excusez-moi. Quand je vous ai dit que l'entreprise a détruit la planète, je pense que c'est l'entreprise qui la réparera. Et ça, c'est important. C'est la deuxième partie de la conversation. So maybe we can have a Oui, c'est une très bonne transition. Exactly. Merci. From you, Ouais, je peux. Ouais.
Donc c'est une bonne transition. Merci pour vous parler de ce nouvel institut en fait qui a été créé il y a 7 mois à l'INSEAD, qui est une école de commerce internationale. Donc un des campus est en France, qui produit à peu près 1000 MBAs par an. Donc en termes d'impact potentiel, en tout cas moi c'est ce que j'y ai vu pour venir créer cet institut-là, c'est-à-dire qu'il y a donc énormément de personnes qui viennent à l'INSEAD pour se faire former aux questions de management et qui vont ensuite occuper des positions d'influence dans les entreprises partout dans le monde. Et la raison pour laquelle c'était intéressant aussi de créer cet institut à l'INSEAD, c'est parce que l'INSEAD, c'est une école qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, avec cette idée d'interdépendance entre l'entreprise et la société, à savoir, à travers le commerce, essayer de ramener certaines populations européennes de façon plus proche pour qu'on évite la guerre suivante. Donc très concrètement, ce que ça signifiait, c'était que si on voulait venir étudier le commerce dans cette école, on devait parler français, allemand et anglais, et que les cours étaient dispensés dans ces 3 langues. Donc là, l'intérêt de venir créer cet institut est qu'on est vraiment au cœur des questions d'interdépendance entre l'entreprise et la société. Les thématiques qui sont traitées dans cet institut sont des thématiques autour de l'éthique des technologies comme l'intelligence artificielle par exemple, les questions d'équité, le rôle de l'entreprise par rapport à la contribution aux inégalités, des questions du genre. Comment est-ce qu'on adresse les questions du genre au sein de l'entreprise, les questions d'environnemental, bien sûr, et les questions de la contribution de l'entreprise dans les contextes humanitaires. Donc, vraiment, la vision de l'entreprise que promeut cet institut est une vision de l'entreprise qui ne réfléchit pas aux questions environnementales et sociales après celle du profit, qui est un peu le modèle qu'on a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire un modèle vraiment très à court terme, poussé principalement par la recherche d'une maximisation de profit. Ici, la vision que l'on a, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui passent sur notre campus soient non seulement conscients des implications et des responsabilités qu'ils auront, quelle que soit la fonction qu'ils vont aller adopter dans n'importe quelle entreprise que ce soit, mais qu'ils réfléchissent aussi à des modèles organisationnels qui intègrent dans la chaîne de création des valeurs le capital environnemental et le capital humain. Alors pour l'instant, ce ne sont pas des choses que l'on fait de façon naturelle. Et l'idée, c'est que cet institut supporte de la recherche pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces modèles-là, équipe les personnes qui viennent sur notre campus pour repartir avec des outils de management, et aussi participe à la conversation plus générale sur l'avenir de l'entreprise et sa responsabilité. Peut-être que le dernier point que je vais mentionner comme introduction, c'est que moi je suis ravie d'être ici aussi comme André. Je ne connais absolument personne dans la salle, à part les gens avec lesquels je suis venue. Et c'est ce qui m'intéressait aussi personnellement, c'est de me mettre dans une position où je ne connais pas le discours, où je ne connais pas les personnes, parce que quand on parle d'interdépendance, je crois que c'est ce qu'on a besoin de faire tous un petit peu plus. Moi, je rejoins cet institut en ayant travaillé pendant 20 ans pour les gouvernements, pour des organisations intergouvernementales et pour des ONG. Et je pense que d'essayer de faire les ponts entre ces différentes organisations est quelque chose que l'on a tous besoin de faire un petit peu plus. Thank you very much, Katja. So if it's okay with everyone, I will speak in English and I will ask the questions in English, and then after a few questions we will open up to the audience. And Andrea, I would like to start with you. When did you realize that new models in education for business leadership were needed? And was there a particular moment that you kind of like encountered, like an idea or an epiphany somehow that you kind of like thought I should do something about it, and starting maybe the institute? Yes, I mean, there are some, il y a des moments assez intimes que je ne voudrais pas vraiment évoquer ici, mais il y a
un moment où on se rend compte que les systèmes de valeurs que nous utilisons, les systèmes de valeurs que nous utilisons tous les jours, ne conforment pas à la réalité. Le produit national brut, qui est notre mesure pour le succès d'un pays, ne mesure que des flux d'argent, ne mesure pas un bilan. Une entreprise qui a du succès, c'est une entreprise qui fait des sous, qui verse des dividendes. Un employé qui a du succès, c'est un employé dont le salaire augmente. Tout ce système de valeurs basé uniquement sur la comptabilité, sur la différence entre ce que l'on achète et ce que l'on vend, ne correspond pas à la manière dont nous vivons nos vies. Moi, mes plaisirs, les favoris, sont des plaisirs que j'ai avec des amis, sont des plaisirs que j'ai dans l'intimité de la famille, l'interaction sociale. Tout ça n'est pas capturé par le produit national brut. J'en veux pour exemple le travail de tous nos partenaires, de tous nos conjoints qui restent à la maison, travaillent toute la journée pour 0 centime. C'est quand même eux qui sont la base de la famille, qui sont la base de la société, qui sont la base de ce qui nous fait hommes, de ce qui nous rend humains, de ce qui nous fait marcher ensemble. Et le fait que l'entreprise ne reconnaisse que la création de valeur, ça c'est un problème qui m'a choqué à plusieurs reprises. Et après on se demande, mais pourquoi ? Parce que les gens qui sont en entreprise, ce n'est pas des gens méchants. Et c'est juste le modèle qu'on leur a donné, le modèle de succès, c'est ça, c'est l'argent. La banque a besoin de son revenu, l'investisseur a besoin de son dividende. Si l'argent ne fonctionne pas, eh ben ça ne marche pas. Et c'est cette maximisation du profit à court terme qui est la base du problème que nous évoquons ici aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on réagit à ça ? Il faut penser long terme. Et là, j'ai la chance inouïe d'être né dans une entreprise familiale. Notre entreprise, elle pense à court terme. Les décisions à long terme, personne ne m'a contredit. Une entreprise familiale, par définition, elle prend une décision intergénérationnelle. Quand on alloue des actifs ou quand on décide de faire un investissement, on le fait en pensant à la génération suivante. Ça, je vous assure, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je crois que c'est un avantage sur lequel on devrait réfléchir. Le long terme, ça a une valeur. Alors, la réponse à ta question, elle est double. Un, c'est une philosophie qui s'est distillée au fil des années, confrontée avec la réalité. Et deux, c'est vraiment cette réalisation que c'est l'entreprise qui doit être évaluée de manière différente que ce que nous évaluons d'autres choses. Donc, une nouvelle classe de leaders qui parleront de profit, de la planète et du social. Thank you. Et le profit est indispensable, parce que sans profit, l'entreprise n'existe plus. And Catel, in the same line of thinking, in order to provide different ways or approaches to the production and education of future leaders and leadership, what are the kind of like the benchmarks that we can establish now as we move forward that differentiate from the previous practices, for example? Donc là, je pense qu'en fait, ce qui est important, parce que les gens nous demandent, mais en fait, à quoi ça ressemble les nouveaux cours qu'on doit faire pour former des leaders responsables hein? Est-ce que c'est pas un peu dogmatique tout ça? Et je crois que c'est moins dans le type d'enseignement que dans comment est-ce qu'on enseigne qu'on trouve ces solutions-là. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'au début d'un curriculum, ce sont des questions qui soient mises en avant et que certaines valeurs soient aussi poussées. Dans beaucoup d'écoles de commerce, pendant très longtemps, le modèle, encore une fois, de l'entreprise qui était enseigné était un modèle qui était basé sur des théories et des principes comme ceux de Milton Friedman qui poussaient à la maximisation de la valeur financière. Et je pense qu'il faut inviter les étudiants à réfléchir à cela. Ensuite, il y a certains éléments de l'éducation dont on aura toujours besoin. Même pour créer une entreprise à vocation sociale, il faut savoir définir une stratégie, il faut savoir faire un bilan financier. Par contre, la question, c'est qu'on n'utilise pas ces outils-là de la même façon. Donc nous, notre objectif, c'est de mettre les étudiants dans des contextes où ils vont utiliser la boîte à outils de façon différente, parce que l'objectif, in fine, c'est un changement d'état d'esprit.
hein. Et c'est là qu'on a besoin d'amener des types d'enseignements qui sont très différents aussi de ceux qu'on amène de façon classique. Et c'est là aussi que ce qui est intéressant, c'est de penser à la culture. On en parlait à midi, à l'approche vraiment de design thinking, aussi dans les écoles de commerce, parce que, in fine, ce dont on est en train de parler là, c'est d'avoir des entreprises que l'on construise avec une approche de human-centered design qui considère l'environnement. En fait, c'est ça l'idée, hein. Alors qu'aujourd'hui, on parle de théorie et de préconception. Donc c'est ça la transformation qu'il faut opérer. Donc très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que nous, si on prend le cours de stratégie classique enseigné à l'INSEAD, ça se termine par une journée où on a 500 étudiants qui appliquent les outils de stratégie à une entreprise qui est existante pour répondre à certaines problématiques. Maintenant, ce que l'on fait, c'est que cette entreprise, ce n'est plus une entreprise classique. Les dernières évaluations qu'on a faites, on a amené un réseau d'infirmières qui opèrent comme entrepreneurs sociaux en Afrique du Sud et qui essaient de favoriser l'accès à la santé pour les classes moyennes. Leur question était comment est-ce qu'on passe d'un réseau de 50 de ces cliniques à 1000. Donc voilà le type de questions sur lesquelles nos étudiants vont plancher pour appliquer les outils que l'on leur a enseignés depuis longtemps, mais que l'on fait appliquer de façon différente. And to continue a little bit on that, because you also mentioned ethics, but also interdisciplinarity, and it's the kind of like this kind of like diversity in like thinking modes is essential in many ways, but also when new technologies and new practices are interconnected with new business models, whose responsibility is to set the ethical parameter? Like for example, when you have AI or human genome, which would inevitably enter the stream of businesses. The ethical questions are large, and who can decide what are the ethics and how they're being applied? So it's for both of you. So. Ça me dérange. Bah, ça, c'est des grandes questions de société, en fait, et ça nous amène à la question de la gouvernance, hein. Et je crois, en tout cas moi, personnellement, ces questions d'éthique autour de la question d'intelligence artificielle, comme autour de la question des biotechnologies, sont des questions qui fondamentalement sont des questions de droits humains, in fine. Et donc de mon point de vue, avant de rejoindre l'INSEAD, je travaillais aux Nations Unies, donc de mon point de vue, ce sont vraiment des questions qui doivent être adressées par les organisations intergouvernementales. Ceci étant, avec l'avancée des technologies, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique. Et cette responsabilité, in fine, c'est une responsabilité collective. Ce que l'on voit, c'est que nos modèles de gouvernance aujourd'hui ne sont pas adaptés pour développer les politiques publiques dont on a besoin à un rythme quand même très rapide. Et que si on ne considère pas des nouvelles ou on n'envisage pas de nouveaux modes de gouvernance, par défaut, ils sont définis par les acteurs qui développent ces technologies. Et dans ce cas-là, le secteur privé, en fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Sans doute pas. Donc, quelles sont ces formes de gouvernance que l'on doit repenser? Et là, je pense qu'on a tous une contribution à faire pour essayer de les développer. Et ce qu'il faut, le changement d'état d'esprit qu'il faut opérer pour arriver à cela, c'est d'arrêter de penser que la production de biens publics ne soit juste l'affaire que des instances publiques. La production de biens publics comme une intelligence artificielle responsable, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Et pour l'instant, on se regarde toujours un petit peu avec méfiance. Mon histoire personnelle, c'est d'avoir quitté les Nations Unies pour venir à l'INSEAD, certains de mes anciens collègues pensant que ça y est, j'ai fait un pacte avec le diable. Quand j'arrive avec l'INSEAD, à l'INSEAD, on me voit arriver comme une gauchiste, tree hugger. Donc on a vraiment des fossés ici qu'on doit essayer tous de combler pour définir ces nouveaux modes de gouvernance. André? Je trouve qu'Atel fait ça très bien. Mais cette notion de décloisonnement, cette notion de pouvoir être tous humains et regarder ensemble vers le futur, ça me paraît extraordinairement important. Déjà la question, comment est-ce qu'on organise l'éthique? Enfin, on est éthique ou on ne l'est pas. C'est comme être enceinte, on ne peut pas l'être à moitié. Je veux dire, moi, ça me paraît important, cette idée de dire que si on doit définir ce que c'est que l'éthique avant de l'enseigner à des gens qui ne le comprennent pas, on est déjà très mal parti.
Il faut commencer avec des vraies valeurs. Et ces valeurs, pour moi, les valeurs fondamentales, ce sont à nouveau ces valeurs familiales, ces valeurs de proximité immédiate. Alors oui, définissons des normes, mais définissons-les nous ensemble. Et comme Catel vient de le dire, ce n'est pas parce qu'on travaille pour les Nations Unies qu'on est un saint, et ce n'est pas parce qu'on travaille pour l'entreprise qu'on est un diable. On a des valeurs communes, que l'on partage. Et ça me paraît vraiment la justification d'une entreprise comme la Fondation Luma, où on partage à travers l'intuitif, à travers la culture, à travers les arts, des valeurs que nous avons en commun. Alors, si vous êtes intéressé par la création de valeurs entre bien commun et bien public, allez voir la pièce de Rachel Rose dans le hangar à côté, on en parle tout de suite. Je veux dire, c'est exactement de ça. Et c'est pas parce que je siège au conseil d'administration que je bois du sang de petit bébé tous les soirs. Je suis quelqu'un de normal. Et j'aimerais bien l'expliquer, ça, oui. And another question to both of you again, but I want to start with you, Andre, because you mentioned the idea of profit and the notion of profit, that the importance that it kind of like plays and how it can be transformed in order to move forward. But also I wanted to ask you what you think of the notion of growth, because growth is also associated with profit in many ways in certain forms of thinking. And growth is somehow like seen as the most kind of like the effect we want to achieve. Like it's the goal somehow. Do you think that growth and ungrowth and reverse growth, or stagnation sometimes, can also offer like different ways of like advancing in a sense, but rather than just thinking about pure growth and the kind of like I think it's important to realize that in a finite system, c'est important de se rappeler que dans un pays, dans une planète unique, quand on n'en avons qu'une, on ne peut pas croître pour toujours. Il va donc falloir si on veut trouver de la véritable durabilité, il va nous falloir parler d'économie circulaire, il va nous falloir parler d'économie régénératrice. On va être obligé de trouver des systèmes qui vont nous permettre d'utiliser les mêmes ressources, les mêmes matériaux de la manière la plus efficace possible. Aujourd'hui, on évalue le succès d'une entreprise à la marge qu'elle fait, au profit qu'elle génère. Dans le futur, on pourrait évaluer les entreprises sur leur capacité à gérer les ressources. Je vous donne un exemple, la voiture. Vous avez tous une voiture, vous avez acheté votre voiture pas parce qu'elle était efficace ou qu'elle marche bien, mais parce qu'elle était jolie, parce qu'elle sentait bon, parce qu'elle permet de dire à votre voisin je suis quelqu'un de bien. Vous mettez un argent considérable dedans, vous la laissez dans le parking devant chez vous, ça vous coûte de l'argent chaque minute que vous vous en servez pas, et vous ne feriez pas cette décision pour quelque autre bien de consommation, mais depuis 150 ans de marketing, c'est comme ça qu'on fait. Alors si Mercedes, c'était, pour ne pas citer quelqu'un, pardon, ils étaient là hier, excusez-moi, pour citer une marque de voiture, si la marque de voiture reste propriétaire du véhicule et vous le loue en vous disant ce que dont vous avez besoin, c'est le transport et pas la possession du véhicule, eh bien, je suis sûr que ces voitures seraient très différentes. Elles seraient complètement récupérables, elles seraient complètement régénérables et recyclables. Et c'est ce genre de modèle auquel nous devons penser. Alors, évidemment, je n'ai pas la solution pour toutes les entreprises de la planète, mais je sais que si on pose les mauvaises questions, on a les mauvaises réponses. Le but de l'entreprise, ce n'est pas de faire de l'argent. L'entreprise fait de l'argent pour pouvoir continuer à exister et pour pouvoir continuer à servir la communauté. Mais le but ultime, ce n'est pas de faire de l'argent. Et ça, je crois que c'est important de le comprendre. And Catel, about growth again, from an institutional point of view, from the institute, how can growth and the kind of current relationship to growth and factors that support growth can be taught, can be problematized, can be functioning as models for thinking with the students, with the researchers? So Donc ça c'est en fait une question. Donc ça c'est vraiment une question fondamentale et dans certains enseignements qui sont dispensés dans l'école, il y a une réflexion là-dessus accompagnée à une réflexion sur qu'est-ce qu'est le capitalisme. D'où vient le capitalisme et une réflexion sur le fait qu'en fait ce sont des construits sociaux finalement. C'est nous qui avons construit ces modèles-là, c'est nous qui avons construit les normes qui vont avec. Et je pense que cette prise de conscience autour du fait que ce soit des normes que l'on ait construites
est un premier élément de réponse. Le deuxième, il est de mettre en avant le fait que la croissance est un outil et pas une fin en soi. Et c'est là qu'on s'est un peu perdu, je pense, et ce qui rejoint un petit peu le modèle archaïque de l'entreprise, c'est qu'en fait, on observait une croissance en tant que finalité. Si l'on réfléchit maintenant dans un contexte des développements du développement durable, les objectifs du développement durable, c'est comme ça qu'on dit en français, les objectifs du développement durable pour 2030, on voit qu'on réfléchit à un modèle de croissance qui est pensé autour je suis désolée, I'm sorry, I don't have the vocabulary in French. Is that okay if I do it in English? So with planetary boundaries avec de contours de la planète qui existent et qui sont définis de façon, de façon naturelle. Naturellement, on a une planète finie. Ça, c'est venu dans le design initial. Et on a ce paramètre-là, et on a un autre paramètre qui est qu'il faut réfléchir à une croissance donc, qui respecte ces définitions planétaires et qui aussi ne laisse personne à la marge. Et donc, si on réfléchit de cette façon-là, on réfléchit alors à un modèle de croissance qui soit inclusif et qui soit écologique. Donc, la question est plus de repenser le type de modèle de croissance et la façon dont on va le mesurer, comment on intègre dans le modèle de croissance le capital environnemental et le capital humain, que la croissance elle-même. Voilà. Oh, great. I wanted to see if there's any questions because I think there's some very interesting points that were raised, and it would be fantastic to open it to the floor. I think this. Tout d'abord, je voudrais dire merci aux deux intervenants et à vos propos qui sont rares et qui font beaucoup de bien. Pas très loin d'ici, en Provence également, à Aix pour ne pas le nommer, il y a chaque année, depuis bientôt 40 ans, les rencontres des économistes. Des centaines de chefs d'entreprise se réunissent pour parler de la croissance et d'autres sujets, du bonheur, etc. Il se trouve que j'ai participé et suivi pendant les 15 dernières années les rencontres des économistes. Et il m'a été demandé, la dernière fois, d'analyser les contributions des étudiants qui devaient rédiger un texte. Et ils étaient plusieurs centaines à avoir rédigé un texte sur la question suivante, de quoi la prospérité demain sera-t-elle faite ? Ces étudiants de haut niveau des différentes écoles ont contribué en rédigeant des dissertations sur ce thème. Et j'ai analysé par la lexicométrie la fréquence des mots et le regroupement thématique de tous les mots produits dans ces copies écrites. Et ce qui était très frappant quand on fait une comptabilité des mots rangés par thème, par catégorie, c'est que pour les étudiants, alors je ne sais pas si c'est le cas d'INSEAD, mais pour les étudiants qui étaient consultés par les rencontres des économistes, la prospérité demain sera d'abord sociale, ensuite environnementale et en troisième lieu culturelle. Elle ne sera économique qu'en quatrième position. Par conséquent, les étudiants sont déjà demandeurs de ces approches que vous avez développées et je ne m'étonne pas qu'à l'INSEAD, ils trouvent satisfaction compte tenu de leurs attentes, de leur soif de prise en compte des vraies valeurs. Et donc j'en viens à ma question, qui est peut-être aussi une forme de suggestion. Est-ce que les Luma Days ne devraient pas réfléchir à accueillir, alors je sais qu'il y a eu des chefs d'entreprise lundi, je ne le savais pas, mais je l'ai appris tout à l'heure. Est-ce que vous ne devriez pas réfléchir à accueillir davantage de chefs d'entreprise et à faire un peu concurrence, mais pour la bonne cause écologique, environnementale, aux rencontres des économistes, et donc inviter davantage de chefs d'entreprise à venir, à intervenir, espérons qu'ils ne fassent pas de greenwashing, et aussi beaucoup d'étudiants qui pourraient venir et donner à ces rencontres une dimension, parce que l'artistique, l'écologique, c'est des choses que bien souvent nos chefs d'entreprise ignorent, les étudiants les connaissent très bien. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus pour, au fond, franchir peut-être un cap. Avant que Maya réponde sur le problème pour l'humain, laissez-moi juste vous parler de l'INSEAD.
lorsque je suis arrivé avec l'idée de ce centre à l'INSEAD, je n'ai pas été reçu à bras ouverts. Au début, les gens avaient vraiment un doute. On a parlé de Milton Friedman, de business of business is business. Laissez-nous faire de l'argent, le reste suivra. C'était vraiment la doctrine. Moi, j'ai fait mon MBA à l'INSEAD il y a 30 ans. C'était vraiment la doctrine qu'on nous apprenait. Mais depuis que nous avons mis cette initiative en place grâce à la direction de Catel et à la vision de notre Dean, le soutien des étudiants est tout simplement extraordinaire. Ça nous manquait, on n'avait pas ça. Et subitement, on a un forum où ce genre de discussion peut vraiment avoir lieu. Alors moi, personnellement, ça m'excite beaucoup et je suis ravi d'en faire partie. Moi, ma réponse, c'est oui. Voilà. Et on le fait déjà. Et on le fera davantage. Et c'est vraiment, vraiment très bien qu'on puisse aussi, que André ait accepté de venir aujourd'hui, parce que c'est très important qu'on sache que ça se fait aussi en commun et ensemble. Je voulais juste ajouter 2 mots. Le premier, c'est qu'il y a du travail. C'est pas gagné. Voilà. L'idéologie et la réflexion autour de ça, on peut la présenter, on peut en parler aujourd'hui, mais il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire pour changer les modes de pensée. Donc je pense qu'il faut être honnête avec ça. Le deuxième point, et c'est un point, j'étais à la conférence des grandes écoles en France la semaine dernière pour discuter de ces questions-là. Ce qui est fondamental aujourd'hui dans l'éducation d'une manière générale, c'est de faire en sorte que ces questions-là soient intégrées dans les curriculums et que ce ne soit plus réfléchi comme une matière ou un centre qui les dispense à côté. Donc l'approche qu'on a définie quand on a créé cet institut à l'INSEAD, et ça je l'avais dit à André, on ne va pas avoir un grand bâtiment avec tout plein de gens en dessous. On va créer une petite équipe qui va pousser ces valeurs-là dans tout ce que fait l'école. Et là, il y a encore beaucoup de travail là-dessus, comme dans l'entreprise où la RSE, ça va être l'activité d'une personne dans un département et pas une responsabilité collective. Et je pense que là, on a encore tous beaucoup de travail à faire. Donc je souhaitais quand même mettre ce point en avant. Okay. Thank you very much. I'm wondering, in terms of a discourse, maybe that responds to the younger generation on the street calling for the urgency of climate change and presenting 100 companies as mostly responsible for 70% of the world's global emissions. What kind of communication can you have that both addresses a history of corporations, maybe going back further than the Second World War, a longer history of colonialism and imperialism, and then maybe a more of a call for the common or for interdependency as a way to dispense of externalities, where the other only exists as a way to vent out undesired values. So how would you respond to people who say we have anywhere between 10 to 30 years to reform a sector that has more than hundreds of years maybe of a credit history that is not as favorable? Big question. Yeah, so obviously, like, we don't come with these answers, but it's a little bit connected to the previous question, which is now we have a younger generations who comes to school with expectations that they're going to be to have this positive contribution. So our responsibility is to equip them with the tool and the mindset so that they go and design these new models. So that's, I think, this is one part of it. The other part is, and that's something that we can explore also within a school, is that a school is just the faculty that it has within it. It's also the alumni community around it. Having that connection. To what extent can we mobilize? Is it possible to even think this? To mobilize that community of actors? In the case of INSEAD, it's 58,000 people in 170 countries at level of responsibility, which could make a difference. So could it be as bold as imagining that we could mobilize it as a form of contribution? That has not been done as far as I know, and this is something that we'll try and test in INSEAD in a little bit of an intrapreneurial way. But I think in terms of element of answer, given the urgency of the context we're in, these are some elements of response. Yes, I think if you want to have a system change, you need enormous tectonic forces. And the degradation of the natural world
is becoming so apparent, is becoming so clearly measurable, and I completely understand, of course, the frustration of the students marching in the streets. This is now, I think, the opportunity to really redefine a lot of things. It's not going to happen smoothly. It's going to be a bumpy road, but it needs to happen. We just don't have the choice. We're running out of time. And so you've seen all the reports. I don't have to go into the statistics. You know, we're losing species, we're losing spaces, we're losing biomass, we're losing everything you can think of. So we need to do something, and that necessity will help to change. Maybe, sorry, I had another thought while I was listening to André here on that. It often happens. It often happens. So, I mean, if you look at the level of trust in any kind of institutions today, I mean, it's dropping significantly. I mean, you have the Edelman barometer showing it's surveying 33,000 people in I don't know how many countries. It shows that the level of trust in governments, in business, in research, in NGOs is dropping. This morning we heard that in culture it doesn't seem to be moving. Hence the importance of this entry point. Yeah. But what we're seeing as well is that that level of trust with peers is still here. And if you connect that with the different kind of activisms that are being generated in the streets by young people for climate change, but also within companies, employee activisms, that makes huge group drop contracts because they disagree. I think we should not dismiss that bottom-up force that is here and can also help us design new model. And finally, for a school, for any education institution, if we don't embrace and facilitate that change, then in the 10, 15 years, we will be irrelevant. So I think we all have to be very clear about the relevance of our organizations given the asks and the needs. Yeah. Fantastic. And with this wonderful message, we'll close. Thank you so much indeed. Thank you. Thank you for your attention. Amazing ending. Thank you very much.